Puis moi, je veux qu'il amène leur game en dedans de notre game. Hey, on est back, la gang. C'est la game dans game. C'est votre hôte, encore une fois, Jérémy. Hey, ça continue. Je suis tout seul aujourd'hui. Les formats à plusieurs risquent de ne pas arriver avant que je déménage, ce qui arrive très rapidement. Le mois prochain, je suis officiellement à Montréal. Mais puis ça va se faire dans mon salon, genre. Donc, on va voir rendu là. J'essaie de trouver des alternatives de comment que je vais être capable de faire ça pour vous. Mais j'ai confiance, ça va bien se passer. Aujourd'hui, deux sujets assez intéressants. J'en ai un troisième. Là. En tout cas, ça va dépendre de comment ça s'enligne. Hier, j'ai checké le match avec le Canadien. Overall, j'ai trouvé quand même que c'était un match plate. Là. Je ne trouvais pas que le Canadien jouait genre sa meilleure game de l'univers. Puis les Red Wings, les Prédateurs étaient pas tant bons. Fait que, bref, ça m'a pas impressionné. Mais belle victoire du Canadien. Les Sénateurs ont perdu. On doit être à comme 99% de chances de faire les séries. On va voir le Canadien en série et on risque d'affronter les Sabres de Buffalo. Et c'est ce qui va. C'est ça le sujet, en fait, du deuxième bloc. Ça va être. C'est nous ou les Sabres qui va gagner. Fait qu'on on va regarder un peu le portrait des deux, puis on va se décider là-dessus. Premier sujet, je vais faire. C'est ça, j'écoutais le match avec mon ami Gab, que vous avez vu la semaine passée. Et il disait qu'il avait regardé comme toutes les top 6 de la ligue, puis il était comme ah ouais. Il n'y en a pas 6 top 6 en général dans les équipes de la Ligue nationale. C'est comme 4 ou 5 quand ça va bien. Puis c'est rare. Ouais, c'est en fait 5 ou 6 quand ça va bien, mais en général, c'est comme 4. Puis si t'en as 4, ben c'est une bonne défensive qui compense pour ça. Fait que 4, ça semble faire du gros bon sens. C'est beaucoup des one-two punch qu'on voit dans la ligue. Donc, on va regarder ça un petit peu. Avec une des équipes, je te dirais, les plus intéressantes, je trouve, cette année dans la Ligue nationale. Je me suis pas parti de timer. Je vais faire ça tout de suite. Parce que sinon, je vais perdre le compte. En plus, vu que je déménage, je vends une quantité phénoménale de choses en ce moment chez moi. Donc, mais je ne vis plus vraiment chez moi. Fait qu'il faut que je fasse plein d'allers-retours non-stop entre où est-ce que j'habite, chez ma copine, et mon chez moi. Donc, bref, je me déplace beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que moi, à 2h30, je suis parti. À 2h30, il faut que je sois chez moi. Il est 1h10, on va se dépêcher. Non, c'est pas vrai. Je suis là pour vous. Donc, Red Wings, une des équipes, je pense, les plus intéressantes de la Ligue, qui ont du gros talent en avant. Mais overall, franchement, équipe médiocre. Le Heisman Plan, il s'écroule un petit peu. Fait quoi? Donc, attaquant top 6 des Red Wings, on a JT Compher, Dylan Larkin, Luca Raymond, Alex DeBrincat, Andrew Copp et Patrick Kane. Donc, une des choses... ouais, c'est ça. Fait que j'ai choisi ces joueurs-là par leur temps de glace. Donc, je suis allé sur Hockey Reference et je suis allé voir l'importance de ces joueurs-là. L'importance de temps de glace de ces joueurs-là. JT Compher est de loin celui qui joue le moins de minutes. De loin? Bon, pas de loin, mais il joue presque 30 secondes de moins que Andrew Copp par match, qui est ensuite l'autre personne qui joue moins. Donc, moi, je pense que j'ai fait une dinguerie. En tout cas, qui joue 30 secondes de moins à peu près par match. Et une des choses que je trouve très, très intéressant dans le déploiement des Red Wings, ce qui saute aux yeux, c'est que la majorité de leurs joueurs top 6 jouent des minutes de compétition quand même assez conséquentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, il y en a 4 qui sont en bas de 50% d'offensive zone start. Donc, comme Andrew Copp et DeBrincat sont à peu près à 49. Et on a Luca Raymond qui est à 46 et Dylan Larkin qui est à 44. On le sait, Dylan Larkin n'est pas le plus grand producteur de points de la Ligue nationale, mais il est tout un joueur
dans les deux sens de la glace. Moi, j'apprécie beaucoup Dylan Larkin. C'est un excellent premier centre de la Ligue. Peut-être la seule raison pourquoi certaines personnes pensent que c'est juste un fringe, mais c'est parce qu'il ne fait pas assez de points, mais il joue vraiment des minutes difficiles. Même principe avec Lucas Raymond. Donc, très intéressant. Donc, eux, ils ont 4 joueurs de leur top 6 qui sont dans le cadran de moins d'offensive zone start et une bonne qualité de compétition. Patrick Kane, c'est le seul qui est un peu shelter dans cet alignement-là. Et on a JT Compher qui joue pas tant de minutes que ça, pour vrai, avec les Red Wings, c'est ça, en 5 contre 5, du moins, c'est celui qui est le moins utilisé. Et franchement, il n'est pas tant bon. Donc, il joue beaucoup de defensive zone start, mais pas avec une grande qualité de compétition. Donc, et il joue pas beaucoup en 5 contre 5. Donc, je pense que c'est pas un réel joueur de top 6 pour les Red Wings. En tout cas, pas à 5 contre 5. Faudrait voir avec Emmett Finney, peut-être, si lui joue plus de minutes à 5 contre 5 que JT Compher. Pourquoi alors, si ces 4 joueurs-là jouent bien, donc Andrew Copp, Alex DeBrincat, Lucas Raymond et Dylan Larkin, c'est tous des joueurs qui se débrouillent super bien dans leur zone, mais ils ont de la difficulté. Patrick Kane et JT Compher. Patrick Kane, c'est comme un average. Moi, je te dirais que c'est un average top 6. C'est un bon joueur offensif, mais pas si bon dans sa zone. On est obligé de le faire jouer plus en zone offensive. Donc, puis Andrew Copp, c'est ça, cependant, il va super bien. Mais Andrew Copp produit très, très peu. Donc, oui, Andrew Copp s'en sort, mais Andrew Copp ne fait pas de points ou fait très peu de points dans la Ligue nationale. On parle de 39 points à 70 matchs. Donc là, on se retrouve avec 3 joueurs qui vont bien en 5 contre 5 avec les Red Wings. Donc, 3 joueurs qui vont bien. Larkin, Raymond et DeBrincat qui sont capables de produire. Dylan Larkin et Lucas Raymond jouent vraiment contre une compétition assez féroce et ils s'en sortent super bien. Mais là, on a DeBrincat, Copp et Kane qui, eux, on ne peut pas les faire jouer contre une compétition féroce. On est obligé de les shelter un petit peu. Donc, on voit qu'il manque de profondeur, clairement, à l'attaque pour les Red Wings. Et ce qui saute aux yeux quand on regarde la défense des Red Wings, ils ont Moritz Seider qui est très bon. Simon Edvinsson, je sais pas si je dirais très bon. Il est bon, là, Simon Edvinsson. Est-ce qu'il devrait être sur la première paire avec Moritz Seider? Je sais pas. Moritz Seider, c'est probablement... dans les compétitions pour le Norris, c'est celui qui est le meilleur défensivement et est capable de faire une 50aine de points. Il est absolument incroyable, Moritz Seider. Il est un peu laissé à lui-même. Justin Falk, j'ai pas trouvé. C'est un drôle de joueur, Justin Falk, qui est capable d'être très bon. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec la rondelle, on en a parlé. J'ai pas été capable de trouver assez de chiffres réellement depuis qu'il joue avec les Red Wings, mais il joue avec Ben Sherratt. Fait que je suis pas convaincu que ça se passe très bien. Donc, des très bons joueurs, mal entourés. À l'attaque, très bons joueurs, mal entourés. T'sais, Andrew Copp, est-ce qu'il devrait être sur un 3e trio? Et c'est ça. Est-ce qu'il devrait être sur un 3e trio et être capable de slot in dans le top 6 quand il y en a besoin? Oui. Ça va très bien. C'est cool. C'est bon, ça. Copp, il est capable de faire ce rôle-là. C'est juste qu'il ne produit pas. Mais ton top 6 doit produire. Donc, une équipe, c'est avec beaucoup de talent upfront, mais qui a de la misère à s'en sortir overall. Après, je voulais parler du Canadien de Montréal, évidemment. Je sais pas si trop c'est quoi mon point, en fait. Mais tu sais, c'est d'explorer un petit peu, puis de voir, puis de comprendre pourquoi. Des fois, tu as l'impression que tout clique pour les Red Wings, mais le Heisman Plan ne fonctionne pas. Ils sont mal entourés à la fin de la journée. Tu sais, comme Patrick Kane, est-ce qu'il peut être ton 6e attaquant dans ton top 6? Oui, il peut. Tu sais, Andrew Copp aussi.
Mais en plus, là, tu rajoutes JT Comfort que lui, il perd ses minutes, franchement. Donc, on se retrouve avec Dylan Larkin, Lucas Raymond, qui sont tes deux meilleurs attaquants, probablement. Et ils jouent contre les plus complets, en tout cas. Puis là, eux, ils jouent contre la compétition la plus féroce. Mais là, t'as pas. C'est Andrew Cup qui produit pas de points, qui va contre les match-ups favorables. Il est obligé d'être le centre de Alex DeBrincat. C'est pas optimal. Clairement, on manque quelque chose. T'sais. Donc, je pense que c'est pour ça que justement, ils sont tout le temps un peu flagellants, les Red Wings. Donc, c'est ça, Canadien de Montréal. On a Cole Caulfield, Nick Suzuki, Juraj Slavkovski, Newhook, Kapanen et Demidov. Théoriquement, c'est Dano et Evans qui jouent plus de minutes que Kapanen et Newhook. Et Newhook, c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même eu un déploiement, pas un déploiement, mais il y a eu une saison un peu en dents de scie à cause de sa blessure. Donc, c'est difficile de considérer. C'est ça, c'est difficile de considérer son réel apport, là, à quel point il s'en sort pour de vrai. Une des choses qui est absolument incroyable. Ah oui, et le contraste avec le Canadien de Montréal, la majorité du top 6 du Canadien est à plus de 50% d'offensive zone start, mis à part Jake Evans, qui est un shutdown forward. Fait évidemment, là, on le sait tout. Jake Evans, sa job, ce n'est pas de créer des chances de marquer. Mais il commence à peu près en 5 contre 5, 70% du temps en zone défensive. À un moment donné, tu peux pas faire grand-chose avec ça. Et il est average, il s'en sort dans ces minutes-là. Il joue beaucoup. Mais à 5 contre 5, c'est ça, il y a des minutes s'apparentant à Ivan Demidov. Théoriquement, Oliver Kapanen joue plus de minutes à 5 contre 5 que Demidov et Evans. Et ça me rend complètement fou. Donc, c'est ça. J'ai pas les chiffres à Dano parce que Dano était avec les LA Kings. Puis en tout cas, bref, un peu plus compliqué, mais il n'y a pas une super bonne saison non plus, Philippe Dano. On a aussi des enjeux de profondeur. Et ce qui détonne, c'est ça avec les Red Wings, c'est que tous nos joueurs font plus d'offensive zone start que. Ouais, c'est ça. Fait que Nick Suzuki, Cole Caulfield, Slav, Demidov et Kapanen font plus de 50% d'offensive zone starts. Et c'est Suzuki qui est à 50% en fait. Fait qu'il commence autant en zone offensive qu'en zone défensive. Et compte une qualité de compétition assez impressionnante. Il fait un rythme à peu près de 100 points par année pour cette année. Et il domine le jeu. Donc, et c'est ça la grande différence, je dirais, avec les avec Red Wings. Donc, on a des joueurs bottom six qui jouent quand même comment dire? Qui jouent, c'est ça, un apport défensif, je dirais un peu pas super. Là. Je pense qu'on manque de profondeur. En tout cas, notre profondeur n'est pas super bonne défensivement. Ils perdent en général leurs minutes, mais ils sont quand même capables de créer certaines chances de marquer. Comme Gallagher est un bon joueur offensif, mais n'a plus le côté défensif de la chose. D'après moi, c'est ça. C'est un bon warrior. C'est pas le joueur avec le meilleur sens du jeu. Puis il n'y a plus la vitesse pour réparer ses erreurs. Donc, je pense que ça explique un peu la chose. Et donc, pourquoi nous, on s'en sort tant mieux que c'est ça, les Red Wings, c'est que on met les joueurs, je pense, dans la bonne chaise pour qu'ils performent. Donc, Kapanen, je l'aime pas beaucoup, vous le savez. Mais Oliver Kapanen, on l'a quand même mis dans dans une chaise où il est capable de performer jusqu'à un certain point. Grâce à Demidov, qui est tout un joueur, qui est capable de créer des chances de marquer absolument incroyables, on a mis Kapanen qui est capable de les terminer. Et on a Juraj Slavkovski qui est un très bon joueur complémentaire sur le top 6. Et on a Nick Suzuki et Cole Caulfield qui dominent terriblement le jeu. Donc, c'est ça. On a réellement nos joueurs étoiles se démarquent beaucoup comparativement, je pense, qu'à ceux des Red Wings. Et Nick Suzuki,
malgré le fait qu'il joue des minutes très difficiles, il est capable de produire et de permettre à ses coéquipiers de produire, ce que je pense qu'on voit un petit peu moins avec les Red Wings. Donc, c'est ça. Malgré que Demidov et Kapanen perdent leurs minutes, ils sont capables de produire beaucoup. Et je pense que c'est ça. T'sais. Même si... j'ai oublié son nom. Andrew Copp qui gagne ses minutes plus franchement que Kapanen et Demidov. Ils sont capables de le surproduire, entre autres, grâce au talent. Et je pense que c'est beaucoup ça qui fait jouer la balance. Andrew Copp, c'est un très bon joueur complémentaire. Il n'y aura jamais le talent de Midov, il n'y aura jamais le talent à Slav ou toutes ces affaires-là. Et malgré qu'il est capable de gagner ses minutes, il n'est pas capable de produire parce qu'il n'y a pas les game-breaking skills. Fait que même si Demidov perd ses minutes, on voit des flashs comme le match de hier, il a été capable de take over the game puis vraiment dominer. Fait que l'année prochaine, on va peut-être voir, on va peut-être le voir exploser, justement. Donc, quelque chose à garder en tête, et ça, on a une très bonne défensive du côté du Canadien de Montréal. Oui, c'est ça. Donc, très bonne défensive de la part du Canadien de Montréal. Mike Matheson qui joue des minutes très, 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 très difficiles comparativement à Lane Hutson. Mais Lane Hutson domine ses minutes de façon outrageuse. Matheson, c'est un mix bag. J'ai vraiment de la misère avec ce joueur-là. On a Noah Dobson aussi, très bon joueur. Mais tu sais, Mike Matheson et Noah Dobson permettent de... Lane Hutson n'est pas sheltered, mais on fait attention à ses match-ups comme on faisait attention aux match-ups d'Eric Carson dans le temps. On voulait que... Ou, mettons, on pourrait dire de Zach Werenski un petit peu avec les Blue Jackets, bien que Lane Hutson a des meilleurs chiffres défensifs que Werenski. Mais c'est ça. On met encore une fois Hudson dans la meilleure position pour qu'il domine le jeu. Et c'est ce qu'il fait. Donc, kudos to that. Une autre équipe intéressante que je voulais checker, qui ressemble peut-être un petit peu avec le Canadien de Montréal, c'est les Ducks d'Anaheim. Donc, les Ducks d'Anaheim, drôle d'équipe. Fait encore une fois, je suis allé sur Hockey Reference, c'est du bel anglais ça, pour considérer le temps de glace de chacun d'entre eux. Pour déterminer c'était qui était dans le top 6 réellement. C'est je vous dirais, c'est pas si surprenant que ça, là, mais Mason McTavish, par exemple, ne fait pas partie du top 6. Michael Granlund fait partie du top 6. Et je crois qu'il m'en manque un. Et Troy Terry. Donc, une des différences avec les Ducks, donc, ils ont un portrait quand même similaire avec le Canadien de Montréal. Sauf que leurs joueurs performent mieux dans le top 6 que les nôtres. Mais, encore une fois, ils n'ont personne qui performe autant que Suzuki et Caulfield. Donc, Cutter Gauthier, qui est peut-être celui qui s'en sort le mieux, mais il est à plus de 57% de déploiement offensif en 5 contre 5. Beckett Seneca, il est à 58% de déploiement à 5 contre 5 qui commence en zone offensive. Leo Carlson, il est à 58% aussi. Donc, Joel Kenville, c'est Joel Kenville. C'est-tu Joel Kenville, le coach des Ducks? Le coach des Ducks, je pense que oui. J'ai un petit blanc. Oui, c'est ça. C'est le head coach en ce moment des Ducks, donc il est revenu après le scandale. On ne parlera pas du scandale, là, mais qui n'a pas de bon sens, mais Joel Kenville, encore une fois, utilise très, très, très bien ses joueurs et les met dans des conditions qui sont capables de performer. Donc, Chris Kreider aussi est considéré comme un joueur top 6 selon le temps de glace à 5 contre 5. Mais il est un petit peu
il joue à 55% d'offensive zone start et il joue 12,48 minutes en zone en 5 contre 5 par match. Donc, il y a 2 joueurs dans ce top 6-là qui ont... et c'est ça, ils ne jouent pas d'une qualité de compétition aussi féroce que la majorité des joueurs du Canadien. Donc, ouais, non, c'est ça. On a Slafkovsky, Caulfield et Suzuki qui jouent contre une compétition plus féroce que Terry. Ouais, c'est ça, que tous leurs joueurs, en fait, à peu près. Donc, nous, on a Slafkovsky qui a une certaine qualité de compétition. Et Leo Carlson, Troy Terry et Michael Granlund sont à peu près au même niveau que Slafkovsky. Et Suzuki et Caulfield jouent contre une compétition quand même plus féroce. Donc, c'est un top 6 très offensif qui crée beaucoup de buts, beaucoup de chances de marquer et qui s'en sort bien. Mais les chiffres défensifs overall de l'équipe des Ducks, c'est pas la meilleure chose. Donc, encore une fois, c'est une très belle utilisation, je pense, de la part de Joel Kelvin, de ses joueurs. Et ce qu'on dirait qu'il n'y a pas avec les Red Wings. On a juste Michael Granlund qui joue qui est le seul joueur du top 6 à être en bas de 50% d'offensive zone start. Donc, qui est autour de 46%. Et il perd 6 minutes. Donc, puis Michael Granlund n'a jamais été un joueur défensif. Fait que je ne sais pas pourquoi il joue défensivement avec les Ducks. Mais à part ça, les jeunes joueurs des Ducks se sont mis dans une situation qui peuvent performer. Et ils performent très, très bien. Donc, intéressant, mais il n'y a personne qui a vraiment ce rôle de joueur défensif-là du côté des Ducks d'Anaheim, à part Troy Terry, qui s'en sort relativement bien. Et même ça, Troy Terry ne joue pas des minutes difficiles comme Suzuki, Caulfield peuvent le faire et que Lucas Raymond ou Dylan Larkin le font aussi pour leur équipe. Donc, c'est leur bottom six qui s'en occupe. Mais leur bottom six, c'est pas le meilleur. On retrouve des Alex Killorn, des Jeffrey Viel, Frank Bretano, Mason McTavish, qui ne sont pas reconnus pour leur capacité à bien défendre le jeu. Donc, très curieux de voir. C'est ça, c'est une équipe excessivement offensive. On a Jackson Lacombe, on a John Carlson. Jackson Lacombe, très bon joueur défensif. On a John Carlson qui n'est plus le même joueur défensif qu'il était. Donc, il s'en sort parce qu'en faisant beaucoup de buts. Donc, il y a ça qui est intéressant avec cette équipe-là. Ensuite de ça, je voulais checker les Hurricanes de la Caroline. Ah non. Donc, les Hurricanes de la Caroline. Oh, j'ai perdu mon graphique. C'est triste. Les Hurricanes de la Caroline qui sont une des machines de hockey les plus impressionnantes, on pourrait dire. Donc, dans le top 6, on a Svechnikov, Andrei Svechnikov, Sébastien Aho, Seth Jarvis, Logan Stankoven, Jackson Blake et Nicolas Ehlers et Jordan Staal. Donc là, j'en ai nommé 3, évidemment. Parce que théoriquement, Jordan Staal joue plus de minutes que Logan Stankoven. Ouais, et que Jackson Blake, si je me souviens bien. Sauf que Jordan Staal ne joue pas la majorité de ces minutes-là à 5 contre 5. Donc, c'est vraiment Stankoven qui est le joueur à 5 contre 5. En revanche, un des trucs intéressants, donc, dans les graphiques que je regarde, que je trouve tout sur Frozen Tool de Dauber, il y a une qualité de compétition qui est average, qui est à 0. Et on monte et on descend. Donc là, on a checké 3 équipes. Et les 3 équipes, il n'y avait aucun joueur du top 6 qui jouait en bas d'une qualité de compétition de 0, mettons. Average. Fait. Il n'y en a pas réellement un qui était vraiment shelter. Dans le sens qu'ils jouaient tous contre une compétition normale. 2 joueurs du top 6. Donc, il y a 2 joueurs du top 6 de la Caroline. Donc, Logan Stankoven et Jackson Blake qui sont très shelter. Donc, les deux commencent à plus de 65% en zone offensive. Donc, ça commence à être considérable.
Et ils sont en bas d'une qualité de compétition average. Donc, on les shelter beaucoup pour qu'ils performent. La chose que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ils produisent pas. Ou ils produisent très peu. Logan Stankoven et Jackson Blake, c'est des joueurs qui gagnent leurs minutes de façon efficace. En ce moment, Stankoven a 33 points en 72 matchs. Jackson Blake, non, je ne suis pas capable de trouver son nom. Ah, c'est parce que son surnom, c'est Jack Blake. Bon. 45 points en 72 matchs, 20 buts. Il va peut-être en faire 50, mais même ça, il n'est pas vraiment sur le pace. Donc, on a deux joueurs qui ont fait très attention à leur déploiement, mais qui ont de la misère à performer adéquatement. On a Nicolas Ehlers, qui est en haut de 60% de offensive start. Donc, en fait, il n'y a pas un seul joueur du top 6, à part Jordan Staal, qui ne fait pas vraiment partie du top 6. Ils sont tous à plus de 60% à commencer en zone offensive. Donc, Svechnikov, AO, Jarvis, Ehlers, Stankoven et Blake. C'est important de noter que Svechnikov, AO et Jarvis affrontent toute une compétition plus féroce qu'aucun joueur du top 6 des Ducks. Très intéressant. Et en fait, c'est la seule équipe qu'on a vue jusqu'à présent qui a 3 joueurs qui sont comme en haut de 0.3 Qualitative of Competition Relative Corsi for Percentage. Il y a seulement 3 joueurs qui sont en haut de cette ligne-là. Donc, 3 joueurs qui affrontent une compétition assez féroce et qui produisent quand même relativement bien. Ensuite de ça, on a Nicolas Ehlers, qui, d'après moi, joue un peu avec les deux. On a Stankoven et Blake, qui, eux, on leur donne vraiment les match-ups favorables pour performer. Et pourtant, il n'y a pas de joueur en haut du point par match, je pense, avec la Caroline. Donc, ça, je trouve ça quand même... je me souviens jamais c'est quel. Sébastien Aho, le centre. Ah oui, ben Sébastien Aho est point par match dans la Ligue. Mais c'est quasiment surprenant qu'il en fait pas plus. Donc, tout ça, ça peint un portrait assez intéressant et je suis très optimiste, en fait, avec le Canadien de Montréal parce que beaucoup de ces équipes-là s'en sortent mieux que le Canadien. Que leur top 6 s'en sortent mieux que le Canadien. En revanche, il nous manque un élément, je pense, au moins un. Moi, je pense qu'il nous manque 2 éléments dans notre top 6, mais il en manque définitivement un pour vraiment aller par-dessus et devenir vraiment aller par-dessus, je nomme pas exactement, mais c'est comme un mur invisible pour devenir un vrai contender à la coupe. Donc, c'était ça comme le premier bloc. Je sais pas si je vais continuer à faire des trucs aussi stats heavy, mais je trouve qu'il y a quand même de quoi d'intéressant de regarder ces top 6-là, regarder les chiffres, puis de voir comment ils s'en sortent. Et de réaliser, c'est ça, il y a vraiment comme 4 joueurs à peu près un maximum qui sont réellement hyper performants dans le top 6 et qui ne sont pas obligés d'être camouflés pour s'en sortir, un peu sheltered par leur coach. Donc, c'est ça. Fait que je suis curieux de voir. Moi, je pense que Kapanen n'est pas là pour rester dans le top 6. Je pense qu'il y a une carrière dans la Ligue nationale, mais je pense pas que c'est aux côtés de Demidov. Donc, il faut quelqu'un pour jouer au centre. Et là, il nous faudrait peut-être quelqu'un à l'aile. Donc là, on a Michael H qui s'en vient. Donc, c'est pour ça toutes ces questions-là avec Robert Thomas et tout ça. Moi, je pense que Kapanen fait tire les chiffres de Demidov vers le bas. Je pense que Demidov est meilleur que une partie des chiffres on ice nous le démontre. Donc, quelque chose d'assez intéressant. Et sur ce, je vous laisse, puis on se voit directement après la pause pour parler un petit peu. Donc, on a parlé un petit peu du Canadien, là, on va parler un peu des Sabres, puis on va les comparer les deux, voir juste en regardant des stats, qui gagne. Donc, qui gagne, mettons, premier round des séries éliminatoires. Donc, merci tout le monde, on se voit après la pause. On est back. On continue un petit peu l'émission. Donc, Canadien ou Buffalo?
Donc, si on fait le tour rapidement, on regarde l'alignement des cendres. On a Peyton Krebs, Tage Thompson, Alex Tuck, Jason Zucker, Ryan McLeod, Jack Quinn, Zach Benson, Josh Norris, Josh Doan. Je tiens à préciser que Peyton Krebs, Jason Zucker, Jack Quinn ne font pas réellement partie du top 6. C'est plus Benson, Norris et Doan, Josh Doan qui font partie de ce top 6-là. Et on finit avec Tyson Kozak, Sam Carrick et Beck Malenstein. À la défense, on a Mathias Samuelsson avec Ramu Dalin, Owen Power avec Bowen Barron, Logan Stanley avec Connor Timmins, les goalers, Ukko-Pekka Lekonen et Alex Lyon. Il faut dire, Justin Danfort, Jordan Greenway, Jiri Kulich et Noah Östlund sont 4 joueurs blessés pour les Sabres. Et le Canadien de Montréal, vous connaissez Cole Caulfield, Suzuki, Slav, Newhook, Kapanen, Demidov, Bolduc, Evans, Anderson, Veleno, Dano, Gallagher. Et à la défense, Matheson, Dobson, Struble, Hudson, Goulet, Carrier. Et les goalers, on a Jacob Fowler et Jacob Dobetch. On n'en a pas super parlé des Sabres de Buffalo. Ils ont une drôle d'équipe, les Sabres de Buffalo, on va le dire. Je vais reparler un petit peu des stats que je parlais juste avant en comparant leur top 6. Donc, une des choses que je veux noter, c'est qu'on a encore une fois des joueurs qui break. Je cherche les termes, là, mais en fait, c'est Suzuki et Caulfield dominent outrageusement. C'est des game-breaking players. On va dire ça comme ça. Thompson est capable de l'être, mais c'est pas constant et c'est pas le plus gros monstre à 5 contre 5. Donc là, je sais que la production de Suzuki à 5 contre 5, c'est pas la plus impressionnante. Il y a eu sa production à 5 contre 5 était pas super impressionnante en première moitié de saison. Et là, depuis les Olympiques, là, ça a vraiment augmenté. Donc, mais qu'il fasse des points ou pas, normalement, quand Suzuki est sur la glace, il gagne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, il gagne. Et ils n'ont pas réellement ça avec les Sabres. Donc, théoriquement, leurs 2 meilleurs joueurs à 5 contre 5, c'est Josh Doan et Zach Benson. Donc, c'est les 2 joueurs qui, quand ils sont sur la glace, ils se démarquent le plus. Les Sabres ont le plus de chances de gagner. Sauf que ça, c'est un peu inquiétant quand on pense au top 6 quand on pense au top 6 des Sabres, parce que Josh Doan et Zach Benson, ils affrontent vraiment pas la compétition la plus féroce non plus de l'alignement. Excusez, parce que à chaque fois, je me crée des graphiques, mais les graphiques n'arrêtent pas de reset, donc c'est super difficile. Ah oui, il faut que je rajoute Ryan McLeod, qui est considéré comme étant dans le top 6 aussi. Donc, c'est ça. La seule personne qui affronte une compétition qui a relativement du bon sens, qui est similaire, mettons, à Caulfield et Suzuki, c'est Josh Norris, et qui le fait avec 55% de defensive zone start, mais il joue très peu en 5 contre 5. Donc seulement 11,7 minutes par match, ce qui est similaire à Jake Evans en 5 contre 5. Et on a Ryan McLeod qui joue un peu plus à 12,8 et qui a une qualité de compétition, mais en bas de 0,2. Donc, ce qui est difficile à faire, donc c'est comme un top 6 qui affronte vraiment pas la meilleure qualité de compétition. On les fait jouer. Donc, Alex Tuck est quand même efficace. Là, en fait, c'est Alex Tuck, probablement le meilleur joueur à 5 contre 5 des Sabres, mais c'est ça. C'est celui de Josh Doan et Zach Benson. Zach Benson est un petit peu sheltered, donc il joue contre des joueurs en moyenne un peu moins forts. Et Josh Doan est pas mal autour du 0. Donc,
moi, ce que ça me donne comme impression, c'est d'autres joueurs que dans l'alignement des Suns qui affrontent la compétition la plus féroce. Donc, c'est-à-dire, ils affronteraient Suzuki, Caulfield et Slav. Pour moi, ça serait très inquiétant si j'étais les Sabres de Buffalo. Parce que Suzuki est capable d'affronter les meilleurs joueurs et faire des points. Tandis que et il fait plus de points que la majorité de ces joueurs-là à 5 contre 5. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis le coach, je suis Lindy Ruff et je sais pas qui mettre contre, par exemple, le trio à Suzuki et Caulfield. Est-ce que je mets Thompson, Doan, Thompson et Tuck contre Suzuki, Caulfield et Slavkovski? Ils risquent de se faire shutdown et ils vont faire du point là-dessus. Et après ça, tu te retrouves avec des joueurs top 6 comme Josh Doan, Zach Benson, qui, oui, sont assez efficaces, mais qui doivent jouer contre, c'est ça, des games, des joueurs comme Demidov qui sont capables de game break. Moi, je pense que c'est ça qu'ils devraient faire. Donc, sacrifier Logan Thompson contre Suzuki et espérer qu'il est capable de retenir un petit peu cette compétition-là. Ou, c'est ça va être le trio à Norris, Doan et Benson, par exemple, qui vont être contre Suzuki. Donc, 3 joueurs très efficaces à 5 contre 5, qui ne produisent pas le plus, mais qui vont peut-être essayer d'empêcher la production du trio de Suzuki. Et après ça, on a Tage Thompson, Alex Tuch et Ryan McLeod, par exemple, qui vont devoir affronter, par exemple, le trio à Demidov. Il risque d'être contre genre le trio à Jake Evans ou quelque chose comme ça, mais... Donc, mais c'est qu'ils n'ont pas de vraie solution contre nos deux joueurs étoiles. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ils n'ont pas un top 6 aussi... tu sais, tous leurs top 6, tous les joueurs du top 6 des Sabres gagnent leur minute. Ce qui n'est pas le cas du Canadien. Sauf qu'on a 2 joueurs donc Suzuki, Caulfield, qui prend la majorité de ces minutes-là et qui les gagne. Franchement, en affrontant les meilleures compétitions. Donc, c'est ça qui est dit. Je sais pas comment tu peux, en tant que coach, te préparer à ça, mais bon. Fait que je suis allé voir un petit peu à la défense, voir est-ce qu'ils ont une meilleure défense que nous? Sincèrement, je le sais pas. Il y a une chose qui est quand même intéressante. Il y a Lane Hudson, Jayden Strouble et Arber Xhekaj qui affrontent un niveau de compétition average, on pourrait dire. Donc, ils sont... Strouble et Xhekaj, ils sont shelter, les deux. Et ils s'en sortent bien dans leur minute shelter. Lane Hudson joue des minutes... il joue des... il joue contre des joueurs average. On ne donne pas une compétition de jeu féroce, comme par exemple Matheson qui affronte les meilleurs éléments de la Ligue nationale soir après soir et qui s'en sort moyennement. Donc, Matheson, c'est un drôle de joueur. Dobson joue très bien. Par exemple, on a Dahlin et Mattias Samuelsson qui, les deux, jouent des minutes. Ils jouent beaucoup de minutes à 5 contre 5 et les gagnent. Ouais, c'est ça. Il les gagne et on a Dahlin qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale qui est capable de faire des points. En jouant contre une compétition. Une compétition plus, on pourrait dire, relevée que Lane Hudson. Et il tourne autour de 50% comparativement à Lane Hudson qui est autour de 56% en zone offensive. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que Lane Hudson ne jouera pas contre Ramu Dahlin. Donc, on va voir, par exemple, Lane Hudson et Jayden Strouble qui vont affronter Owen Power et Bowen Byram, par exemple. Et on a Dahlin Samuelsson contre Matheson et Dobson. Ça m'inquiète. Rasmus Dahlin est un défenseur absolument exceptionnel. Et on a Carrier et Goulet qui ont de la misère un petit peu. Et c'est ça.
Owen Power est un très bon défenseur. Il produit pas autant de points qu'évidemment que Lane Hudson. Donc, tu sais, c'est ça. Dallin, Mathias Samuelsson, c'est un meilleur duo que Dobson, Matheson, mais le duo Hudson-Strobel, c'est un meilleur duo que Owen Power et Bowen Byram. Et je pense qu'ils ont vaguement plus de profondeur que nous à la défense. Si je me souviens bien. Ah, ils font pas jouer Michael Kesselring. C'est un très bon défenseur en plus. Je sais pas pourquoi ils font pas jouer. Connor Timmins, Logan Stanley, j'espère qu'ils vont les faire jouer beaucoup. Ils sont vraiment pas bons. Donc ces deux joueurs-là se font... Bref, on gagne. Peu importe, on fait jouer Aberjacken, on va gagner. Donc c'est ça. Si on regarde un peu plus les statistiques... les statistiques d'équipe, le Canadien de Montréal, ça va rebattre le record qu'il avait lui-même établi l'année passée en faisant les séries à... je me sais plus à quel âge on l'avait fait, là, 26,5 ans. Là, on va aller faire les séries à 26,2, donc on va battre notre record qu'on avait établi l'année passée. Les Sabres de Buffalo sont à peine plus vieux que nous, à 26,7 ans. Les Sabres ont actuellement 98 points. Ils font du point 662 point percentage. Et le Canadien en fait point 639. On a scoré. Ils ont joué 2 matchs de plus que nous. Ils ont scoré 254 buts. On en a scoré 253. Ils ont laissé passer 218 buts. On en a lancé passer 227. Là, évidemment, on s'en vient au sujet. J'ai pas parlé d'un détail excessivement important. J'ai pas parlé des gardiens. On s'en vient. Donc, on score légèrement plus de buts que eux. Donc, on score 3,51 buts par match. Oui, c'est ça. Et eux en score 3,43. Ils laissent passer 2,95 buts par match. Nous, on en laisse passer 3,15. On a un avantage numérique de 24,51%. Ils ont un avantage numérique de 20,91%. Ils ont un désavantage numérique de 81,95%. Et nous, on a un désavantage numérique de 76,68%. On a exactement le même PDO. Donc, l'addition du on-ice shooting percentage et du save percentage. Mais, nous, on score à 13,2%. C'est en haut de la ligue, qui est à 11. Eux, score 12,2%. Ouais, c'est ça, shooting percentage est 12,2%. Le league average est 11, donc ils sont au-dessus. Et leur save percentage est 0,900 pour les Sabres de Buffalo cette année. Sauf que ce 0,900-là considère toute la saison, mais depuis le break des Olympiques, Alex Lyon et Ukko-Pekka Lekkonen, et Alex Lyon un petit peu avant ça aussi, roulent sur un PDO de fou. Donc, tout ce qui allait pas bien en début de saison s'est mis à aller bien, puis ils se sont mis à surpasser en fait les attentes en dépassant un petit peu la norme. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je veux dire. Donc, la norme. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que les Sabres et le Canadien ont un PDO trop élevé. Donc, les deux équipes, ben là, vous avez vu un peu, les Sabres, ils commencent à refroidir déjà. Fait que les deux équipes ont... les deux équipes, c'est ça, surperforment théoriquement par rapport à leur chance de marquer, au nombre de tirs, puis au nombre de buts sauvés. Donc, les deux sont à 101,4. Donc, ça, c'est très intéressant. On a deux jeunes équipes qui, entre autres, grâce à leur jeunesse, leur jeunesse élite, qui est capable de produire un petit peu plus qu'à quoi on s'attend. Mais là, c'est ça. La norme est où pour eux autres? Donc, la régression, on ne sait pas trop elle s'en va où. Donc, c'est ça, je trouvais ça intéressant. On a deux équipes quand même assez similaires. Moi, je préfère le Canadien de Montréal pour... en fait, je pense que overall, les Sabres ont une meilleure équipe que le Canadien. Plus all-around. Mais on a plus de game-breaking talent que eux autres. Donc,
les stats des goalers, qui est ce que je voulais... Ah oui, je voulais parler un petit peu des statistiques à 5 contre 5 aussi. Le Canadien, c'est à 5 contre 5, tire à 10,3%. Le League Average est à 8,6%. On est quasiment 2% au-dessus du League Average. Les Sabres sont à 9,5, donc 1%. Le Canadien de Montréal à 5 contre 5 est à 0,911 save percentage. Et les Sabres sont à 0,920. Le League Average est 0,914. Donc nous, on est en bas et eux sont au-dessus. On a un Corsi relativement similaire. Donc, nous, on a 49,5%. Les Sabres, c'est 49,8%. Donc, le Corsi relatif, c'est une stat de possession. Donc, si tu es en haut de 50%, tu contrôles le jeu plus que l'autre équipe en moyenne. Les Sabres créent plus de chances de marquer que le Canadien. Donc, à 160,2 avec un league average de 154. Expected goal for, donc total. Et le Canadien a un expected goal for de 150,5 avec le league average de 154. Donc, on score moins. On score plus que qu'est-ce qu'on crée et on est en bas du league average. Donc, on crée un peu moins que la ligue en général. Notre expected goal against, c'est 147,7. Les Sabres est à 166,1. Donc, ça. Donc, il y a le actual et le expected. Donc, si on retourne dans ce que je viens de dire, le Canadien de Montréal a un expected goal for de 150,5, un expected goal against de 147,5. Donc, on est positif de très peu. Donc, on est à 5. Le goals for relative, il est à 3. À 3 à peu près. Et on est à peu près à 50%, mettons. Les sommes, expected goal for, 160,2. Expected goal against, 166,1. Eux sont dans le négatif. Plus que nous. Fait que, ouais, tu sais, ils sont à 49, 48, quelque chose %. Donc ça, c'est intéressant, dans le sens qu'on comprend vite que les gardiens des Sabres ont sauvé plus de buts qu'ils auraient dû. Donc, et là, quand on considère, mettons, on continue avec les Sabres, le actual goals for, c'est 171 et le actual goals against est 145. Donc, la différence, c'est de 32 buts. Le actual difference, c'est de 32 buts. Alors que le expected est supposé être négatif pour les Sabres. Donc, très intéressant, moi, je trouve, de ce côté-là. Et le Canadien, donc le actual goals for, c'est 168. Donc, 18 de plus que notre expected. Et notre actual goals against, c'est 145. Notre expected est à 147,7. Donc, le actual difference, c'est 20. Donc, les Sabres ont un meilleur différentiel que nous. Mais il aurait dû laisser passer littéralement 20 buts de plus que nous. Mais c'est ça. Ils ont eu un job de gardien absolument exceptionnel. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant. Puis justement, là, on va sauter dans les stats des goalers. Alex Lyon. Les goals save above expected, c'est 11,7. Ukko-Pekka Lekonen, 10,7. On parle de 22,4 buts save above expected. À peu près. Colton Ellis est à 0. Backup correct. Canadien de Montréal. Jacob Debesch, il a sauvé 1,2 buts above expected. Bon, ça, c'est à cause de son début de saison horrible. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai fait les calculs dans ma tête, mais c'est vraiment écrit les totaux en bas. En tout cas. C'est ça. Jacob Debesch, 1,2 buts save above expected. Jacob Fowler, 2,5. Samuel Montembeault, moins 15,2. Donc, notre différentiel est moins 11,5, mais Montembeault ne jouera plus. Donc, ce qu'on en sort de ça, c'est que le Canadien de Montréal est encore
il tourne autour il y a encore de la misère à trouver la balance dans ses chances de créer, dans la création de chances de marquer et dans la limitation des buts, des chances de marquer pour l'autre équipe. On a encore de la misère à trouver cette balance-là, mais on se tourne autour de... On en crée autant d'un bord puis de l'autre. Excusez, j'ai un peu la gorge sèche. Ce côté-là, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors que les sabres, ils ont de la misère encore à créer des chances de marquer. Ils n'ont pas de la misère à créer des chances de marquer. Ils en créent beaucoup, mais ils n'ont pas une capacité à finir autant que le Canadien de Montréal, qui finit beaucoup plus qu'il devrait. Mais il laisse passer beaucoup de chances de marquer, ce qui n'est pas le cas. Il laisse passer beaucoup de chances de marquer, ce qui n'est pas le cas du Canadien de Montréal, qui en a laissé passer seulement 147,7 contre 166,1 pour les Sabres. Donc, théoriquement, on aurait dû se faire scorer 20 buts de moins qu'eux autres, ce qui n'est pas le cas parce qu'on avait Montembeault qui en a laissé passer 15 buts de trop, à peu près. Puis nos goalers ont été average à peu près. On a sauvé 1 ou 2 buts. Puis là, on parle de Dobesh et Fowler. On parle de 3,7 buts sauvés above expected en 50 matchs. C'est des chiffres de backup goaler. Donc, je ne vais pas toucher dans le micro encore. Une des choses qui va être clé pour le Canadien, donc, c'est de continuer à se fier à ces jeunes joueurs absolument élites qui, effectivement, on a encore de la misère à trouver notre balance dans la création des chances de marquer puis en les limitant. Sauf que on a des joueurs ils sont tellement élites qu'ils sont capables d'aller au-dessus de ça. Donc, quand on parle de Suzuki, on va parler de Caulfield, on va parler de Demidov, qui, évidemment, je comprends qu'il y a de la misère à créer des chances de marquer avec Kapanen, qui ne veut pas avoir la puck sur sa rondelle. Il lance le plus loin possible et le plus fort possible à chaque fois que la palette touche une rondelle. Donc, il y a encore cette balance-là à créer. Et Lane Hutson, d'ailleurs, aussi. Donc, c'est continuer à croire en nos joueurs élites qui vont être capables d'aller au-dessus de ce quoi on s'attend. Et oui, c'est ça. Et d'avoir une bonne performance de nos goalers. Donc, on n'a pas besoin de gardiens transcendants. On a juste besoin des gardiens qui est capable d'en sauver une ou deux de plus qu'il devrait de temps en temps. Pas besoin d'en sauver 150 parce que le Canadien est quand même capable de limiter les chances de marquer à un rythme très correct. Théoriquement, on crée plus de chances de marquer qu'on en laisse passer avec une marge d'erreur assez marginale, mais on a juste besoin que les gardiens en sauvent un ou deux de plus de temps en temps, ce qui n'est pas beaucoup. Et on va gagner. Parce que, en tout cas, je pense qu'on va gagner. Parce qu'il reste une équipe qui ont des joueurs très efficaces. Et je pense que le plus gros risque pour le Canadien, c'est de rentrer dans... de rencontrer un hot goalie. Fait que, mettons que Alex Lyon et UPL continuent à jouer comme si leur vie en dépendait, comme depuis les Olympiques. Ça va être très difficile de les battre. Parce qu'il reste une équipe relativement efficace à 5 contre 5. Il crée beaucoup de chances de marquer. Il crée plus de chances de marquer que nous. Oui, c'est ça. Dizaine de buts, on parle 70 matchs. Mais donc, ils sont capables de maintenir le rythme. Ils sont capables de créer beaucoup de chances de marquer. Donc, il faut que nos gardiens soient capables de résister à ça. En fait, qu'ils soient average, là, pour vrai. Et qu'ils soient capables d'en sauver peut-être un ou deux de plus. Mais ça va être très difficile si on run c'est ça, dans un hot goalie parce que là, on n'a pas beaucoup de... On n'aura pas beaucoup d'options là-dessus, surtout que Saint-Louis, la méthode qu'on joue, on n'est pas une équipe de volume. On ne tire pas 40 fois au net.
Et c'est une des raisons, je pense, pourquoi le Canadien score plus de buts qu'on crée de chances de marquer. C'est entre autres parce que on a des bons finishers dans notre équipe et c'est ça, Saint-Louis utilise ça et crée beaucoup de jeux parfaits ou des jeux incroyables qui vont finir par rentrer. Je pense que c'est une bonne façon. Un peu totalement à l'inverse de ce que les Hurricanes font. Les Hurricanes sont une machine à créer des chances de marquer, mais tu as tout le temps l'impression qu'ils drillent 856 de la ligne bleue. Donc, un petit peu comme ça. Je pense que les Sabres, c'est une équipe très shaky. Et je pense qu'on est capable d'aller au-dessus de ça. C'est ça, en se fiant en nos joueurs élites et une bonne performance de nos goalers. Pas transcendante, juste correct. Moi, je suis hopeful que le hot streak de Al Lyon et Ukko-Pekka Lekonen va s'estomper. Et on va pouvoir gagner ce match-up-là. Mais dans tous les cas, ça va être absolument intéressant de voir ça. Il faut absolument que je quitte parce que sinon, je ne pourrais pas vendre mon bureau. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Moi, je mise sur le Canadien. Je pense qu'on a une réelle chance de marquer, une réelle chance de gagner. Et dernier point, c'est ça. Alex Lyon, Ukko-Pekka Lekonen ne sont pas des gardiens élites de la Ligue nationale. Ce n'est pas Vasilevski, ce n'est pas Sorokin. Il ne faut pas avoir peur qu'ils le soient. Ils ne le sont pas. Et ces gardiens-là, c'est souvent marqué par l'inconstance. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. C'était beaucoup de chiffres, ce podcast-là. J'ai trouvé ça un petit peu lourd. Je vais essayer de voir si je suis capable de mélanger chiffres puis c'est ça, discussion, peut-être une auto-discussion avec moi-même sur peut-être prendre des joueurs, essayer de les comparer, puis pourquoi je préfère ce tel joueur-là ou quelque chose comme ça. Si jamais vous avez des idées, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Puis merci encore beaucoup pour votre écoute, puis à la semaine prochaine. Ciao!